Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Une nouvelle semaine thématique spéciale l'univers de Conan, l'univers de Robert Howard. Et donc, cette semaine, on va parler des 3 films Conan, les 2 films dont Conan est le titre officiel, donc Conan le Barbare, Conan le Destructeur. Le 3e qui est Red Sonja, appelé chez nous Kalidor et la légende du talisman. Alors aujourd'hui, on va parler de Conan le Barbare de John Milius, sorti en 1982. Tout a été dit, ou presque, tous les magazines se sont chargés de décortiquer le film. Il y a sur internet des tas d'analyses qui sont passionnantes, des analyses psychologiques, des analyses culturelles, voire politiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, c'est pas le but de la vidéo. Comme d'habitude, ce sont des vidéos personnelles où je vous transmets ma passion, ma nostalgie, mon avis sur le film. Et Conan le Barbare est pour moi un chef-d'œuvre absolu. C'était mon film de fantasy préféré avant de découvrir en 2001 au cinéma Le Seigneur des Anneaux, qui est devenu ma trilogie, mon film préféré, puisque je considère que les 3 Seigneurs des Anneaux ne sont qu'un seul et même film. Je vous ai fait en tout début d'année un festival Tolkien sur la chaîne, je vous encourage à aller le voir, j'ai décortiqué tous les films Seigneur des Anneaux et Hobbit, toutes les adaptations. Et donc, Conan le Barbare. Alors, Conan le Barbare, non seulement ce film a pour but de célébrer la dark fantasy, ou plutôt le sous-genre de l'heroic fantasy, le sword and sorcery. Je vais y revenir sur la différence entre heroic fantasy, sword and sorcery, dark fantasy. Mais surtout, c'est le film qui a révélé au monde entier Arnold Schwarzenegger, qui avant ça faisait du culturisme dans le documentaire, il me semble que c'était un documentaire Pumping Iron, et c'est comme ça d'ailleurs qu'il a été découvert, et c'est le rôle probablement de sa vie avec le rôle du T-800 dans les Terminator. Alors, le film a d'abord eu une première écriture au niveau du script par Oliver Stone, puis ensuite il a été réécrit par John Milius. Moi, je retiens le scénario final, le scénario original d'Oliver Stone. Je ne suis pas rentré dans les détails de savoir toutes les différences. Je retiens le scénario du film. C'est pas extrêmement fidèle, c'est pas une comment dire ça, c'est pas une adaptation fidèle des romans de Robert E. Howard. Je vais revenir sur qui est Robert Howard. Mais ça prend beaucoup d'éléments de l'univers de Conan et de Kull le Conquérant pour les assimiler, pour en faire au final une histoire inédite et qui, ma foi, est totalement représentative du genre. Il faut savoir donc que Robert Howard, qui est né au début du XXe siècle, je crois en 1906, et il est mort en 1936, il s'est ôté la vie malheureusement. Je crois que c'était quelqu'un de dépressif, et il me semble que c'était après la mort de sa maman où il n'a pas supporté. Bref, Robert Howard, entre-temps, les 30 années qu'il a vécues au début du XXe siècle, il a écrit donc les romans de fantasy de Conan et d'autres, des romans qui sont passés au médiéval, au Moyen-Âge. Et c'est la base de la fantasy telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec Tolkien qui, rappelons-le, Tolkien a vécu à peu près à la même période. Lui, par contre, Tolkien, il a sorti le Hobbit, et ensuite il a sorti le Seigneur des Anneaux dans les années 50. Ce sont les deux, on va dire, les 2 écrivains majeurs, avec C.S. Lewis, qui a fait les Narnia, à peu près en même temps que Tolkien. Ce sont les artistes majeurs qui ont défini les contours de ce qui allait devenir le jeu de rôle. Parce que oui, il faut le dire, il faut rendre justice à un moment donné, il faut remettre les choses en ordre. Ce qui a propulsé, ce qui a vraiment vulgarisé dans le sens rendu accessible à tous, l'heroic fantasy, la dark fantasy, le sword and sorcery, ce sont les jeux Donjons et Dragons, et ensuite toutes les itérations des jeux. Donc d'abord version papier de Donjons et Dragons, puis ensuite les versions sur ordinateur, et ensuite tous les jeux vidéo de rôle sortis sur les différentes consoles, que ce soit, il me semble, le jeu Aventure, qui s'appelait Adventure, sur, il me semble, Atari, ou ensuite tous les autres jeux, que ce soit les Elder Scrolls, Arena, jusqu'à récemment Skyrim, et en ce moment Elder Scrolls Online, bien évidemment les Final Fantasy, mais tellement d'autres, tout l'univers de Blizzard, donc que ce soit les Warcraft, les Diablo, qui eux reprennent véritablement le Sword and Sorcery, Dark Fantasy, tout ça, ça a contribué à rendre accessible à tous et à faire connaître dans une large mesure l'Heroic Fantasy.
Parce qu'il faut le dire, avant ça, c'était un genre, non pas de niche, mais c'était pas un genre hyper grand public. Par contre, les gens connaissaient les contes merveilleux du Moyen-Âge qui, si on revient avant Robert Howard et Tolkien, sont une des bases de la fantaisie moderne, c'est-à-dire tout ce qui est Sir Gawain et le Chevalier Vert, Beowulf, la littérature anglaise de manière générale, et si on remonte un petit peu plus loin, l'Iliade et l'Odyssée de Homère, et si on remonte encore, les récits bibliques et les récits mythologiques, puisque Conan, tout comme l'univers de Tolkien, emprunte beaucoup à la mythologie nordique, et de manière générale, les jeux de rôle et l'heroic fantasy dans son immense majorité empruntent énormément aux différentes mythologies, mais plus particulièrement la mythologie nordique. Alors, je vous disais les différents genres de l'heroic fantasy. Alors c'est très compliqué parce que chacun a son classement. Ça a été même compliqué au niveau des recherches parce que j'ai pas trouvé de sources vraiment officielles qui établissent les genres. Je pourrais vous dire qu'il y a de manière générale la fantasy. La fantasy, c'est des récits merveilleux avec des créatures enchantées et des récits avec des héros qui sont vraiment voilà, qui combattent pour le bien, contre le mal, donc de l'héroïsme, la lumière contre les ténèbres. La fantasy, de manière générale, c'est assez global. On peut avoir l'heroic fantasy et la space fantasy. Si on prend l'heroic fantasy, c'est tout ce qui est Seigneur des Anneaux, bien évidemment Conan et tout le reste. Si on prend la space fantasy, c'est Star Wars. Star Wars, c'est à la science-fiction ce que le Seigneur des Anneaux est à l'heroic fantasy. Mais pour autant, Star Wars, c'est de la fantasy, puisque les Jedi correspondent aux guerriers, aux paladins, ou en tout cas aux héros, et les Sith correspondent aux méchants sorciers démoniaques, etc. Et on a cette confrontation entre la lumière et les ténèbres. Donc, la space fantasy, on va mettre de côté. On va pas en parler cette semaine. J'en parlerai parce qu'il y a tellement de films de space fantasy que ça peut être... Et parfois, les deux sont mélangés, comme dans Les Maîtres de l'Univers. Il y a de la space fantasy et de l'heroic fantasy. Vous voyez, les deux se mélangent, tout comme les Final Fantasy, les jeux. Vous pouvez avoir des héros qui se battent dans des donjons et des grottes et qui, en même temps, ont un vaisseau pour se balader. Donc c'est tout à fait possible. L'heroic fantasy, c'est général. C'est tout ce qui est... Donc un monde, bien évidemment, à chaque fois, ce sont des mondes qui sont fictifs. Hein. Très souvent, il y a très peu d'heroic fantasy qui se passent réellement sur notre planète. On peut noter les chroniques de Shannara, si je ne me trompe pas, les chroniques de Shannara, ça se passe sur Terre, mais à une autre époque. Mais je dis ça pour avoir vu la série. Je n'ai pas lu les livres de Terry Brooks. Mais sinon, de manière générale, l'heroic fantasy, ça se passe dans des mondes fictifs. La Terre du Milieu pour ce qui est de Tolkien, et donc l'âge iborien pour ce qui est de Conan, et tout un tas de continents. Je ne pourrais plus vous dire les noms parce que je les ai plus en tête. Donc, la fantasy, l'heroic fantasy, c'est tout ce qui est créatures enchantées, et différentes races. Donc on a les humains, les elfes, les nains, on a des voleurs parmi les humains, on a des barbares, on a des guerriers, des chevaliers, on a tout un tas d'humanoïdes, de races qui font face à tout un tas de créatures. Ça va des dragons jusqu'aux balrogs de Morgoth dans le Seigneur des Anneaux. On passe bien évidemment par les gobelins, les orques, les fées, les lutins, les gnomes, les dragons comme je vous disais, et les trolls et tout un tas de créatures mythiques, mythologiques ou fantaisistes. Créatures enchantées, plus ou moins gentilles ou méchantes. Dans le Sword and Sorcery, et c'est ce qui va nous intéresser, et je viens de voir que je passe déjà 10 minutes à vous expliquer ça, donc ensuite on va vraiment entrer dans le film, mais au moins ça servira pour comprendre pour tout le reste de la semaine. Dans le Sword and Sorcery, c'est un héros, bien souvent un barbare ou un chevalier, avec un ou deux ou trois compagnons qui affrontent un méchant sorcier. Il n'y a pas énormément de créatures fantaisistes, et bien souvent c'est du 1 contre 1, c'est un affrontement plutôt violent, puisque c'est de la dark fantasy. La fantasy, l'heroic fantasy au sens général, c'est plutôt tout public. La dark fantasy, c'est donc un sous-genre
parmi lesquels le Sword and Sorcery est très majoritaire. On pourrait même associer la Dark Fantasy et le Sword and Sorcery. Et là, c'est ce qu'on a dans Game of Thrones, par exemple. Game of Thrones, c'est de la Dark Fantasy, contrairement au Seigneur des Anneaux. Conan le Barbare, c'est de la Dark Fantasy Sword and Sorcery. C'est-à-dire, il y a moins de créatures enchantées que dans Game of Thrones. Et c'est tout aussi violent, tout aussi dark, et bien évidemment avec du sexe et tout. Donc, pour ce qui est de Conan, on est sur le Sword and Sorcery. Le héros est un barbare guerrier mercenaire. Il est accompagné dans le film de 2 acolytes, une amazone, Valeria, et un voleur, Subotai, et un mage sorcier, ouais, on pourrait dire un mage, qui est joué par l'acteur Mako, et donc qui est le narrateur, qui reviendra pour le film suivant, Conan le Destructeur. Et ils affrontent un sorcier soi-disant immortel, un sorcier qui a des pouvoirs magiques. Ils sont au service d'un roi, puis ensuite ils sont à leur propre service. C'est une histoire de vengeance, c'est une histoire d'aventure, de mercenaires qui veulent de l'argent, qui vont trouver de l'honneur, qui vont trouver l'amour, et qui vont être confrontés dans un combat entre les dieux, et les dieux vont leur accorder la force de combattre. Ça, c'est Conan le Barbare. L'histoire, vous la connaissez tous. Tulsa-Doom vient dans le village de Conan, tue ses parents, tue son peuple, amène Conan en esclavage à travers ses hommes de main. Conan finit par se libérer par la force de ses mains et par la méritocratie de son pouvoir viril, parce que ce sont des œuvres extrêmement viriles qui mettent en avant le pouvoir du corps, des muscles. C'est ça aussi la Dark Fantasy Sword and Sorcery. Bon, là, on est plus sur du physique que sur, on va dire, du psychologique, même s'il y a une part psychologique aussi. Et donc, Conan se libère, prend son indépendance et décide de se venger. Il cherche Tulsa-Doom, il en a des souvenirs enfants. Dans une ville, il va rencontrer une amazone. Avant ça, il avait rencontré un voleur, donc Subotai. Il va rencontrer l'amazone Valeria. Ils vont se mettre au service d'un roi, le roi Osric, joué par Max von Sydow, mais je vais revenir sur le casting. Et ensuite, ce roi va leur assigner une mission contre rémunération. Et en fait, cette mission va rejoindre l'histoire personnelle de Conan, puisque cette mission, c'est d'aller sauver la princesse dans les griffes de Tulsa-Doom. Tulsa-Doom, l'assassin des parents de Conan. Et entre-temps, ils vont rencontrer le mage, qui est aussi le narrateur de l'histoire. Au final, après moult péripéties, du sacrifice, notamment Valeria qui mourra, et qui, par son sacrifice et son âme pure, sera élevée au rang de Valkyrie, et reviendra aider dans un court passage Conan. Au final, le héros va remporter la victoire et trouvera la paix de l'esprit en ayant connu l'amour aux côtés de Valeria. Et voilà, ça c'est Conan le Barbare. John Milius, qui ensuite n'a pas réalisé plus de chefs-d'œuvre que ça, il est un petit peu tombé dans l'oubli, il réalise un chef-d'œuvre indéboulonnable. C'est vraiment une œuvre, il faut rien enlever de Conan le Barbare. C'est dès lors qu'on enlève un petit peu, on détricote, il faut pas. C'est vraiment, c'est un mastodonte qui est parfait à tous les niveaux. Il a réécrit le scénario de Oliver Stone, il embauche Arnold Schwarzenegger, il embauche Sandal Bergman qui donc obtient beaucoup de notoriété avec ce rôle, qui reviendra à peine 3 ans après dans le rôle de la méchante reine Gedren dans Kalidor et la légende du talisman, donc qui est un Conan mais non officiel. Et on a donc Jerry Lopez dans le rôle de Subotai, mais lui c'est pareil, il fera pas une longue carrière. Mako, l'acteur japonais, dans le rôle du magicien narrateur Mako. Comme je vous disais la dernière fois, je vous parlais de la semaine spéciale Tortue Ninja, il jouait dans TMNT, le film d'animation où il faisait Maître Splinter, il doublait Maître Splinter, il me semble. Donc Mako, c'était son dernier rôle. Avant ça, on l'a vu dans Pearl Harbor, mais avant ça, on l'a vu dans Highlander 3, dont une partie se passait au Japon.
Donc Mako ici fait le narrateur, c'est celui qui nous dit à chaque fois la phrase ultra célèbre qui est restée dans les mémoires, mais ceci est une autre histoire. Et on a Max von Sydow qui fait le roi Osric, mais on le voit très peu. Et c'est surtout James Earl Jones qui fait le rôle Thulsa Doom, le roi serpent. Et James Earl Jones, si vous connaissez ce nom, c'est normal, c'est parce que c'est la voix originale de Dark Vador, puisqu'il a une voix. Alors moi j'ai regardé le film en français, le film en anglais est excellent aussi, mais ça vaut surtout pour la voix de James Earl Jones, qui est assez grave, assez profonde. Et du coup, quand on entend dans la version originale Dark Vador, eh bien c'est James Earl Jones. Même si c'est David Prowse qui joue, l'acteur qui joue Dark Vador, c'est quand même la voix de James Earl Jones. Et son visage est connu d'entre tous. Il a fait aussi Mufasa dans Le Roi Lion. Bref, James Earl Jones, c'est quelqu'un qui a une très grande carrière. Hein, plus de 40, même plus, près de 60 ans de carrière. C'est un très grand acteur. Voilà pour le casting et la musique. Et donc Basil Poledouris qui ensuite va beaucoup travailler avec Paul Verhoeven. Il me semble qu'il travaillera avec lui sur Robocop, La chair et le sang, Starship Troopers si je ne me trompe pas. Bref, il travaillera beaucoup avec Paul Verhoeven. Basil Poledouris qui ici nous compose une bande originale, une des plus grandes bandes originales du cinéma des années 80, mais même j'ai envie de vous dire du cinéma de fantasy tout court. Il y a beaucoup de thèmes différents, ils sont épiques, ça élève l'action et les scènes à un niveau qui vous donne la chair de poule tellement la musique est magnifique. C'est une ode à l'aventure, la musique est entraînante. C'est un film plutôt contemplatif parce que pas mal de temps on voit les personnages chevaucher, on voit beaucoup de paysages, donc c'est assez contemplatif, mais c'est quand même bien rythmé. Hein. Contemplatif ne veut pas dire qu'il y a des longueurs, c'est quand même bien rythmé, il y a énormément de combats. C'est un film qui est absolument pas tout public parce qu'il y a pas mal de gerbes de sang, et puis vous allez avoir des scènes assez choquantes, notamment une scène d'orgie dans le palais de Thulsa Doom, où toutes ces esclaves sexuelles sont en train de se livrer à du cannibalisme dans une espèce de chaudron où il y a une soupe avec des mains, des têtes et tout, donc c'est beaucoup de rites païens. Et puis Conan, qui est une sorte de Samson de la Bible, qui, grâce à sa force physique, va faire en sorte que ce palais ce palais de débauche et cette secte, cette fausse religion du roi serpent de Thulsa Doom soit détruite et au final on aura tous les adeptes qui sont des milliers, les adeptes de Thulsa Doom qui repartiront chez eux en comprenant qu'ils ont été dupés par quelqu'un qui les manipulait et qui se servait d'eux comme de ses esclaves. Voilà pour le scénario. Moi, c'est un film que j'adore parce que je me rappelle l'avoir vu quand j'étais jeune et comme je vous disais, c'était ma première œuvre de fantasy vraiment avec l'histoire sans fin. Il y avait d'autres films de fantasy, Dark Crystal notamment, je vous en parlerai bientôt sur la chaîne. Dark Crystal, un très grand monument de l'heroic fantasy aussi, chef-d'œuvre. Je parle du film, je parle pas de la série que je n'ai pas encore vue sur Netflix, qui malheureusement a été annulée au bout d'une saison. Mais voilà, on est sur ces années-là, les années 80, où on va avoir des films qui mettent la part belle au décor naturel, aux armes qui sont faites par des forgerons. On sent vraiment qu'il y a un soin qui a été apporté aux armes, aux costumes, aux armures, aux décors intérieurs, extérieurs. C'est vraiment de toute beauté. Encore une fois, le film sort bien avant Le Seigneur des Anneaux, hein, plus de 20 ans avant. Enfin, ouais, 20 ans avant à peu près. Donc, on a déjà des scènes qui se passent sur de grands espaces qui sont magnifiques. Voilà, où on voit Conan chevaucher. La part belle est faite à la gloire des muscles, de la chair contre le fer, puisque Conan suit la religion du dieu Chrome, le dieu de l'acier, qui va devenir lui aussi une figure récurrente de l'heroic fantasy, notamment en bande dessinée, pour ceux qui connaissent les bandes dessinées humoristiques de fantasy, le donjon de Naheulbeuk, où on a un personnage, le personnage du barbare, qui sert le dieu Chrome, qui est calqué sur Conan. D'ailleurs, dans le donjon de Naheulbeuk, il y a pas mal d'allusions à Conan, à Thulsa Doom et beaucoup d'autres choses.
Donc ici, on va avoir le pouvoir de la chair et de l'esprit contre le pouvoir de l'acier. Et on va aussi avoir des tas de discussions très intéressantes sur la représentation que se font les différents humains de leur dieu, notamment une discussion assez profonde, mine de rien, entre Subotai et Conan. Subotai qui dit adorer les quatre vents, les forces de la nature. Il dit mon dieu est supérieur à ton dieu, Chrome, parce que mon dieu il est au-dessus, Chrome est en dessous. Et ça amène Conan à réfléchir et à devenir ami avec Subotai. Donc on voit aussi l'enrichissement des cultures à travers l'enrichissement de conversations religieuses et une amitié qui se fait. Donc mine de rien, le film est plutôt profond. Et là, je vous ai cité juste un dialogue. Il y a beaucoup d'autres choses, notamment le pouvoir de l'amour, puisque Valeria, donc jouée par Sandal Bergman, convaincra Conan de vivre avec elle, de ne pas s'adonner à la vengeance et de vivre à ses côtés. Ce sera l'amour de sa vie. Elle sera prête à tout, à se sacrifier. Alors justement, le personnage de Valeria, c'est une autre thématique qui, à l'époque, a donné lieu à différentes interprétations, notamment le fait que le personnage était une sorte d'objet soumission sexuelle au service de Conan, puisque à la fois dans le poster, elle est représentée en dessous Conan, mais elle est représentée euh, sur son côté sexy. D'ailleurs, il y a beaucoup de scènes de sexe dans le film. Et en fait, les féministes, puisque le film sort dans les années 80, on est le mouvement de libération de la femme, hein, les années 70-80, donc la masculinité virile toxique commence déjà à faire débat. Hein. Bien avant le wokisme de ces dernières années, on a déjà dans les années 70-80 ce débat sur l'homme viril, musclé, qui est un peu macho, beaucoup même pour certaines femmes et les femmes qui seraient un petit peu au service de ces hommes qui tomberaient sous le charme facilement de ces hommes-là. Sauf qu'en fait, si on y regarde de plus près, Valeria, dans le film, c'est une femme forte qui n'a pas besoin de Conan, qui arrivait à se débrouiller sans lui. C'était à la fois une Amazone et une voleuse, et qui décide d'abandonner son mode de vie pour soutenir Conan, parce qu'elle aime Conan sincèrement. Et lui, a besoin aussi d'elle, à partir du moment où il la rencontre, il tombe aussi sous le charme, et ça l'apaise, et ça lui permet de trouver une certaine sagesse. Donc, si on y regarde de plus près, cet aspect soi-disant machiste de masculinité virile toxique avec une femme qui serait en soumission, ça n'est pas le cas. C'est un personnage badass, le personnage de Valeria, c'est une femme forte. D'ailleurs, elle accédera au rang de Valkyrie, après sa mort, où elle se sera sacrifiée pour sauver la vie de Conan, elle accédera au rang de Valkyrie, où elle reviendra où elle viendra pour sauver Conan lors d'un combat. Donc, en fait, c'était déjà un film où on nous montrait des femmes fortes, mais il faut replacer tout ça dans le contexte à la fois fictif, mais aussi de fantaisie, et la fantaisie est héritée du Moyen-Âge, et au Moyen-Âge, ben, la condition de la femme n'était pas la même qu'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes étaient maltraitées, et ça veut pas dire qu'il n'y avait pas des femmes qui étaient des femmes fortes. Hein. On pense à Jeanne d'Arc, voilà. Jeanne d'Arc, c'est quand même... bon, je ne vais pas parler de Jeanne d'Arc parce qu'il y aura une semaine thématique spéciale Moyen-Âge qui arrivera sur la chaîne dans quelques mois, et où je vous parlerai de Jeanne d'Arc notamment. Mais voilà, Valeria dans le film est une femme forte. Sandal Bergman apporte toute sa sensualité, toute sa beauté naturelle. C'est pas une bimbo, hein, Sandal Bergman dans le film, très clairement. Elle apporte aussi ce degré de douceur au personnage de Conan qui est assez brutal et qui, au contact de Valeria, va apprendre la douceur et en même temps va apprendre l'honneur, puisque lui, il est dans la vengeance à fond et elle va le calmer. Donc c'est assez passionnant quand on regarde de plus près, et là encore une fois, je viens de vous dire tout ça en 20 minutes, mais il y a des analyses qui ont été faites par des psychologues, par des sociologues de Conan, de l'œuvre à la fois de Robert Howard et du film de John Milius qui sont passionnantes à lire. Donc je vous encourage à vous renseigner sur tout ça, et encore une fois, je vous ai dit, hein, ça a été décortiqué dans tous les magazines, donc ça fait plaisir de voir que l'Heroic Fantasy, et notamment Conan le Barbare,
est un indémodable, un indéboulonnable de la fantasy, une référence. Il fait pour moi partie du top 5 des plus grands films de fantasy, avec la trilogie Seigneur des Anneaux et la trilogie Le Hobbit, Conan le Barbare, Dark Crystal, d'autres films aussi. Mais voilà, un jour je vous ferai mon top 10 des plus grands films de fantasy, c'est pas pressé, il y a largement de quoi faire, et puis j'en parlerai aussi sur la chaîne, parce que la chaîne je vais aussi parler beaucoup d'heroic fantasy, c'est mon genre préféré, avec la science-fiction et le post-apocalyptique. Donc je suis très content de vous avoir parlé de ce film-là, je suis un petit peu rentré dans les détails, c'est vrai que la vidéo est un peu longue, 25 minutes. Demain, je vous parlerai de Conan le Destructeur, en un petit peu moins longtemps, parce que le film, donc cette suite Conan le Destructeur qui sort 2 ans après, a eu un peu moins de succès, mais je trouve que, mine de rien, c'est loin d'être un mauvais film, Conan le Destructeur. Je trouve qu'il n'a pas eu la reconnaissance qu'il aurait dû avoir. Pour ce qui est de Conan le Barbare, pour un budget de 20 millions, il a multiplié. Alors après, tout dépend des sources. Si vous allez sur Box Office Mojo, vous trouvez qu'il a rapporté 69 millions. Si vous allez sur Wikipédia, ils disent 120 millions. Quoi qu'il en soit, le film a largement fait de gros bénéfices parce qu'il a eu une ressortie en DVD, d'abord en VHS, puis en DVD et toutes les éditions qu'il a pu y avoir. Et donc le film est un très gros succès financier. Je ne peux que vous inciter à avoir ce chef-d'œuvre dans votre collection si vous êtes un collectionneur de physique. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. S'il y a d'autres choses qui me viennent en tête, je les rajouterai dans les vidéos suivantes. Mais voilà, une petite semaine spéciale Conan. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à aller découvrir le reste du contenu. Beaucoup de critiques de films et des semaines thématiques spéciales. Et mettez un petit commentaire, bien évidemment. Enrichissez cette analyse par vos propres souvenirs nostalgiques, par votre propre analyse du personnage. Moi, ça m'a fait très plaisir. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien et ciao tout le monde.